Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce webinaire Excellence opérationnelle dédié à notre sujet d'actualité qui touche donc à comment conjuguer le présentiel et le distanciel pour renforcer son pilotage opérationnel. Sujet d'actualité, on le sait, depuis cette crise liée au confinement et au Covid-19. Mais évidemment, ce qui est intéressant à partager ensemble pendant cette heure, ça va être de voir comment ces démarches ont permis de soutenir l'activité opérationnelle et de maintenir un lien entre les clients, les collaborateurs. Et c'est un sujet qui touche aujourd'hui tous les grands groupes, les ETI, bref, toutes les entreprises. Alors, nous avons la chance effectivement d'avoir des témoins qui vont échanger sur leur expérience. Nous avons la chance de travailler avec ces témoins depuis maintenant de nombreuses années. Effectivement, donc tous ces sujets d'excellence opérationnelle, d'amélioration continue, de pilotage opérationnel sont des sujets que Juliet Sterwen accompagne depuis de nombreuses années. Alors, Juliet Sterwen, en quelques mots, pour ceux qui ne nous connaissent pas, mais ce n'est pas le clou du spectacle, encore une fois. Juliet Sterwen, en quelques mots, donc c'est plus de 400 collaborateurs, plus de 65 millions de chiffre d'affaires et surtout une forte croissance depuis 5 ans. Et donc, ces sujets d'excellence opérationnelle, de pilotage opérationnel, d'amélioration continue, de management visuel sont vraiment au cœur de nos activités aujourd'hui au sein du cabinet. Nous allons pouvoir avancer. Alors, effectivement, cette démarche d'amélioration continue, elle a évolué du fait de l'actualité, hein, c'est une évidence. Et donc, pendant cette période de crise, l'enjeu, comme je vous le disais, a toujours été de préserver coûte que coûte une activité opérationnelle en s'attachant à conserver un lien avec les clients, les collaborateurs. Et c'est un défi aujourd'hui qui est relativement inédit, hein. On est tous face à une situation qui nous a conduit à accélérer la mise en œuvre de ces pratiques. Et donc, plusieurs questions se sont posées à nous et aux différentes entreprises qui ont vécu cette crise. Donc, comment piloter effectivement de façon efficace l'activité opérationnelle en mixant au maximum les modes distanciels et présentiels, sachant que des initiatives avant cette crise ont permis déjà de mixer ce présentiel et ce distanciel. Et donc, quand même, fort de cette crise, toutes ces démarches d'amélioration continue, ces démarches de pilotage opérationnel ont dû évoluer. Donc, ce qui est intéressant, c'est de partager ensemble comment ces démarches ont évolué, se sont parfois accélérées en termes de digitalisation. Donc, pour tout ce qui touche le management visuel, la résolution de problèmes ou les réunions de performance et réunions d'activité qui permettent de créer ce lien entre les équipes, le management et les clients. Et donc, l'idée, ça va être de voir comment cette crise, finalement, a favorisé aussi la responsabilisation, la confiance, a développé la confiance et souvent l'efficacité opérationnelle avec la mise en place de ces différentes démarches. Alors, ce sont des sujets passionnants parce qu'il y a une démarche outil, évidemment, qui est là, mais il y a aussi une forte dimension humaine qui touche à la mise en place de ces outils d'amélioration continue et de résolution de problèmes. Alors, pendant ce webinaire, vous avez la possibilité de poser des questions, donc n'hésitez pas à poser un certain nombre de questions le cas échéant. Nous les prendrons, nous ferons des stops de temps à autre pour en poser quelques-unes. Alors, nous avons l'honneur et la chance et le plaisir d'avoir trois intervenants témoins pendant ce webinaire qui sont donc Chrysler Malunga, Émilie Ekem et François Charles, que je vais laisser se présenter tour à tour, en commençant donc par Chrysler. Merci Olivier. Bonjour à tout le monde. Donc effectivement, Chrysler Malunga.
Je suis ravi de pouvoir participer à ce moment d'échange autour des sujets qui sont les nôtres et qui aujourd'hui en fait nous intéressent au plus haut point. Donc moi effectivement je suis donc chez BPI France. BPI France effectivement donc la banque publique d'investissement qui a l'ambition d'être une banque au service d'entrepreneurs de toute la France, de tous les sites, hein, dans les grosses métropoles, dans les quartiers, dans les quartiers un peu plus compliqués, dans les zones rurales un peu plus dévastées. Donc c'est vraiment sur tous les niveaux qu'on va intervenir. Et donc BPI France a lancé un programme effectivement, donc j'en parlerai plus tard, mais de démarche continue qu'on appelle nous la DAC, qui est un programme qui aujourd'hui a 6 ans d'expérience et 6 ans donc d'ancienneté, et en partageant ensemble un peu ces éléments-là pour montrer comment on a pu effectivement s'inventer ou se réinventer au cours de la crise Covid qui nous a tous touchés. Donc ravi pour ce moment avec vous. Merci Chrysler. Émilie, bonjour à tous. Merci. Bonjour à tous, donc Émilie Ekem. Moi j'appartiens à EDF et plus précisément à la division production nucléaire, donc nos 19 centrales plus 2 unités de support aussi au niveau national, donc c'est 21 unités en tout. Au sein donc de la DPN, moi j'interviens en tant que consultante senior au sein du pôle conseil, qu'on appelle exactement le pôle d'efficacité des organisations. On a deux offres de services, une sur des missions de conseil en organisation, on va dire plus traditionnelle, et une autre effectivement d'accompagnement de nos unités sur notre démarche de responsabilisation qu'on appelle Eveline au sein de la DPN, et qu'effectivement je ne manquerai pas de détailler un petit peu lors de notre échange. Merci Émilie. François. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc François Charles, donc moi je suis responsable du programme Excellence opérationnelle chez Carmignac, qui est une société de gestion d'actifs basée donc à Paris. Nous sommes 300 collaborateurs répartis en Europe, et ce programme a été lancé en 2015, et je suis ravi de vous le présenter et d'échanger avec vous sur tous les bienfaits qu'a pu apporter cette crise Covid au niveau de mon organisation, et également les freins auxquels j'ai dû faire face et qu'est-ce que j'ai pu mettre en place avec mon équipe et tous les collaborateurs Carmignac. Voilà. Merci à vous trois pour cette présentation. Donc, David Pepouda, avec moi, animera ce webinaire. Il prendra au fil de l'eau quelques questions et apportera des éclairages, si besoin, sur quelques éléments techniques. Mais écoutez, merci. Donc, je vous propose d'aborder le sujet par une première question. Donc, une première question qui nous a paru importante à poser, c'est déjà d'avoir une vision, je dirais, un petit peu rétroviseur de ce que vous aviez mis en place dans vos sociétés respectives en termes de démarche d'amélioration continue, en termes de démarche de résolution de problèmes, et surtout comprendre l'historique, c'est-à-dire avec quels objectifs avant de se projeter sur leur évolution. Donc, Émilie, est-ce que tu souhaites apporter un éclairage sur effectivement la démarche Eveline? Alors, un petit peu d'éléments effectivement sur ce mot qui peut paraître pas forcément le plus autoportant. Donc, cette démarche, elle est née quand? Elle est née déjà mi-2017, donc on a fêté ces 3 ans cet été. L'objectif derrière, il est bien d'augmenter la performance au sein de la DPN en responsabilisant chaque agent, donc que ça soit des agents opérationnels sur le terrain, des managers et même des top management de la DPN, en améliorant nos fonctionnements au sein des équipes. Donc, c'est une démarche qui est basée sur du volontariat, que ce soit au niveau des unités ou au niveau des équipes au sein de ces unités. Elle se déploie, cette démarche, au sein d'un collectif en 12 semaines, autour de 4 modules. On va travailler d'abord sur les postures managériales, après sur le contrat d'équipe, donc comment l'équipe définit collectivement son ambition et comment elle définit aussi ses facteurs de succès. Après, cela donne lieu à un module de management visuel pour suivre au quotidien la performance identifiée collectivement. Et un 4e module autour de l'amélioration continue et notamment la résolution des problèmes des irritants de l'équipe. Ce déploiement s'effectue épaulé par un consultant
Donc, en l'occurrence, la plupart du temps, nous, en interne, où on est épaulé effectivement sur plusieurs fois par Juliette, par le cabinet. Et vous pourriez nous dire que 12 semaines, c'est une durée assez longue, mais comme on est vraiment dans un changement de culture, on a constaté que pour que ce changement s'implante et soit durable au sein des collectifs, il fallait au minimum, effectivement, ces 3 mois d'accompagnement et de déploiement. C'est une démarche qui s'adresse à toute typologie d'équipe, un point important, que ce soit des équipes opérationnelles ou managériales, exemple des ED d'unité, que ce soit aussi des équipes en centrale nucléaire ou en fonction support, et aussi, on déploie auprès d'équipes qui sont constituées de quelques personnes à des collectifs qui peuvent aller jusqu'à 35-38 personnes. Voilà pour la carte d'identité d'Evoline au sein de la DPN. Merci Émilie. Chrysler, tu veux préciser les éléments liés à la DAC? Bien sûr, avec grand plaisir. Donc effectivement, donc nous chez BPI France, on a mis en place un programme Lean dès 2014 qui s'appelle donc DAC pour démarche d'amélioration continue. Et c'est un programme qui bénéficie en fait d'un très grand sponsoring puisque il est porté directement par notre directeur général Nicolas Dufourc et nous avons des copiles 3-4 fois par an avec bien sûr Nicolas Dufourc et certains membres du COMEX. Donc pour dire que l'ambition elle est vraiment partagée au plus haut dans la maison. Et l'ambition c'est vraiment il y a trois ambitions en fait. La première c'est effectivement de changer la culture de BPI France en favorisant la réflexion sur les éléments que je peux améliorer sur mon quotidien. Donc directement en fait auprès des collaborateurs. Le deuxième enjeu, c'est aussi en fait une transformation managériale. C'est de faire en sorte que nous ayons des managers effectivement lean, qui soient donc des managers au service des collaborateurs et qui permettent effectivement dans l'idée une co-construction des améliorations. Et une troisième dimension qui est là, donc l'efficacité opérationnelle, puisque BPI France effectivement a des ambitions, je dirais, business importantes. Donc une hausse d'activité qui s'est profilée dès 2014 avec des ressources humaines qui vont évoluer certainement, mais pas en fait aussi fortement que l'activité qui s'offre à nous. Donc l'idée était effectivement d'avoir des processus plus allégés, plus efficaces pour pouvoir absorber une hausse d'activité. Donc voilà un peu pour les ambitions, je dirais, à la création de ce programme-là. Et ce programme-là, donc il est porté par la DOT, donc la Direction Organisation, Transformation et Transversalité, à laquelle j'appartiens, qui est en charge de déployer cette démarche au sein de BPI France, à la fois au siège et dans les territoires que nous on appelle les réseaux. Et donc pour ce faire, on s'appuie sur des relais que nous appelons ADC transverse, pour animateurs de changement transverse, qui ont en charge de déployer la démarche sur leur périmètre d'affectation. Et on va s'appuyer sur des relais au sein des équipes, donc c'est vraiment très cascadé, des relais au sein des équipes qu'on appelle donc ADC local, pour animateurs de changement local, qui vont localement porter l'amélioration en collaboration avec leur manager opérationnel et les collaborateurs de ces équipes-là. Aujourd'hui, on a à peu près 20 donc, ADC transverses qui ont le job de déployer la démarche, qui s'appuient sur un réseau de 300 ADC locaux répartis sur tout le pays France et 200 managers qui sont embarqués dans la démarche qui touche à la fois les métiers, je dirais, du fonction support et les métiers opérationnels. Donc tous les métiers sont dans cette démarche-là avec un déploiement qui se fait en 14 semaines. Donc, on est un peu dans le même ordre de grandeur que le programme Evoline évoqué par Émilie. Donc, nous, sur 14 semaines, au cours desquelles, nous allons effectivement déployer ce que nous appelons l'entonnoir, donc une démarche standardisée qui vise à faire du Gemba, faire de l'immersion auprès des collaborateurs, identifier des choses d'amélioration, les approfondir à travers des ateliers en fait d'idéation et mettre en place des chantiers d'amélioration, bien rapides ou à trois. Et en parallèle de ça, nous allons mettre en place donc DMV, donc pour management visuel, sur tous les périmètres. Donc voilà ce que nous avions fait dès 2014, avec un taux de couverture aujourd'hui qui est de l'ordre de 80% de la maison qui est déployée en termes de DAC. Et bien sûr, donc un coaching qui est opéré auprès des équipes. Super, merci Chrysler pour ces précisions. François, veux-tu apporter des éclairages sur le programme de Carmignac? Oui, bien sûr. Donc, ce programme, il a été lancé, comme je l'ai dit précédemment, en 2015 à l'initiative de la Direction générale. C'est un programme qui repose sur 3 piliers. Le premier, c'est un pilier d'amélioration continue et de résolution de problèmes sur des processus clés qui ont été identifiés au sein de Carmignac. Donc, ces processus clés, à ce jour, nous en avons 15. Et nous avons créé un rôle qui est un rôle de process owner, c'est-à-dire un manager ou un directeur qui a
dans ces objectifs le pilotage de ce processus de A à Z. Donc, par pilotage, j'entends participer aux ateliers de résolution de problèmes et également lorsqu'il y a des écarts par rapport à des dashboards, à des chiffres par rapport à une performance, s'assurer que les actions d'amélioration sont bien en place. J'ai également, par rapport à ces processus clés, toute une démarche de documentation au niveau de nos procédures opérationnelles et de mise à jour, donc qui est également gérée au sein de mes équipes. La deuxième partie de mon programme consiste à mener des projets d'amélioration du coup sur ces processus clés. Donc là, on est sur des projets de type DIMEC ou diagnostic, design et implémentation, ramassés sur 4 à 8 mois. Ça dépend en fonction de la taille des projets et des objectifs qui sont fixés par le process owner. Également, on a des Kaizen qui sont mis en place sur ces processus clés où l'approche est différente, mais qui répond aussi aux besoins métiers qui consistent à davantage se focaliser sur des workshops, ce qui ne veut pas forcément dire qu'il y a moins de travail en amont au niveau du diagnostic, mais c'est une approche qui est différente et complémentaire. La dernière partie de mon programme, c'est le programme Greenbelt, donc qui a été lancé en 2017, qui a pour objectif de former des collaborateurs dans chaque direction de Carmignac afin de mettre en place une culture d'amélioration continue, afin de mettre en place des agents du changement et des relais de l'efficacité opérationnelle. Donc, à ce jour, nous avons déjà formé 5 Green Belt à nos pratiques, à nos standards. Donc, notre formation, elle va de la sélection sur un projet d'amélioration de processus existants jusqu'à une certification en interne lorsque le projet qui est mené par le Greenbelt délivre des résultats, que ce soit sur la qualité de service, que ce soit sur la productivité ou que ce soit sur l'amélioration de la qualité pour les collaborateurs Carmignac. Voilà par rapport à mon programme. Merci pour ces éclairages et pour avoir effectivement partagé les cartes d'identité de vos programmes respectifs. Et justement, donc, vis-à-vis de la crise qu'on a vécue au moment du confinement et puis ces périodes de post-confinement finalement que l'on vit, comment avez-vous fait évoluer ces programmes? Comment avez-vous accompagné aussi cette évolution? Parce que nécessairement, il a fallu garder du lien avec ce qui avait été lancé et puis faire évoluer les démarches pour pas justement rompre ce lien. Peut-être que Chrysler, tu vas apporter un éclairage sur cet aspect-là. Oui, effectivement, merci. Donc, effectivement, la crise est arrivée donc, dès le mois de mars. Nous avions commencé déjà à faire un grand changement dans nos pratiques, puisque nous avions commencé à travailler sur l'aspect digital de nos MV notamment, donc de nos différents management visuels. Nous avions commencé à les transférer de façon, je dirais, à l'opportunité sur les supports Teams ou Klaxoon. Donc, on avait amorcé quelque part le changement. Et puis, la crise arrivant, nous avions, dans un premier temps, comme beaucoup d'entreprises, je pense, focalisé nos efforts sur la production, notamment puisque le pays France a été directement mis à contribution dans la mise en place du PGE, notamment. Donc, la production a été orientée vers ces sujets-là. Et puis, après quelques semaines, nous avons commencé à rouvrir un peu la dimension amélioration continue. Et donc, pour ce faire, nous avons accompagné toutes nos équipes à transférer leur MV qui n'était pas encore sur un support, je dirais, digital. Donc, il y a eu une grosse dimension d'accompagnement, mise en place d'ateliers, mise en place de formation aux outils digitaux. Nous avons réfléchi aussi à revoir nos formations, puisqu'en fait, nous formons à la fois nos managers, nos ADC locaux, et aussi, en fait, dans le cadre d'un programme que l'on a au sein de Pays France, qui est aussi un parcours Greenbelt, nous avons repensé tous les supports, justement, pour les rendre digitaux. Donc ça a été un gros effort qui a été fait là, pour permettre effectivement l'échange d'informations au quotidien, notamment via les MV, pour relancer les sujets d'amélioration, puisqu'en fait, on l'a bien vu, la mise en place de nouvelles procédures, de nouveaux processus, c'est aussi appuyé sur une dimension amélioration continue. Donc, pour pouvoir en fait supporter nos métiers dans cette démarche-là, nous avons effectivement rouvert certains chantiers d'amélioration.
Et donc, ça c'est quelque chose en fait qui a pris beaucoup de temps, mais qui a été salvateur en ce sens où on a bien vu en fait toute la puissance de ces outils-là dans nos différentes interactions. Et surtout, on a bien vu que malgré la crise qui est celle-ci, les équipes étaient restées en appétence par rapport à la dimension d'immersion continue et d'échange quotidien. Ça a été quelque chose en fait qui a été très, très important à mettre en œuvre et sur lequel on a accompagné effectivement nos collaborateurs, même si clairement la première action a été de se focaliser en fait sur la production. Et tu parlais justement d'outils digitaux. Quels sont les outils, par exemple, utilisés concrètement, hein, pour continuer à maintenir la démarche? Donc le premier outil qui nous a été très utile justement pour transformer nos MV en support virtuel ou numérique a été Klaxoon. Donc Klaxoon, on l'a utilisé bien sûr pour standardiser nos supports d'échange. On l'a utilisé en fait pour animer des ateliers, vraiment, puisqu'en fait on a vraiment transféré notre entonnoir que j'évoquais tout à l'heure, on l'a transformé en fait sur un format digital. Donc on a mis en place un template complet qui permet en fait de déployer une vague à distance. Donc ça, c'était un gros effort qui a été mis en place là-dessus. On a beaucoup utilisé Teams, bien sûr. Teams, c'était un outil qu'on a beaucoup mis en valeur et qui a permis effectivement de se retrouver pour animer différents ateliers. Là, je vais partager une anecdote dans le cadre effectivement à la DSI notamment. Ils ont mis en place différents rituels en fait dans le cadre de SAFE où ils étaient plus de 150 sur des réunions. Donc tout ça via Teams. Donc pour dire qu'on a eu vraiment un usage assez effréné de ces outils-là et qui était très salvateur. Parfait. Merci, merci Christian pour ces précisions. François, tu veux peut-être aussi Oui. apporter un éclairage sur cette évolution nécessaire liée à la crise actuelle? Tout à fait. Alors, moi, je vais faire un focus plutôt sur la partie Green Belt, c'est-à-dire les collaborateurs que l'on coach dans le cadre de leur projet d'amélioration continue. Alors, au niveau du pilotage de leur plan d'action, au niveau du pilotage projet, donc on a vraiment utilisé Teams et notamment une fonction de Teams qui s'appelle la to-do list, qui a eu pour vocation de remplacer les post-it. Voilà, donc là-dessus, on les a formés à utiliser ce nouvel outil-là. Ils ont eux-mêmes animé leurs ateliers ou leur suivi de réunions projet grâce à cette fonctionnalité Teams qui est très simple à utiliser. Vraiment, en 30 secondes, n'importe qui comprend comment ça fonctionne. Ensuite, pour tout ce qui est animation d'atelier, collecte d'irritants, collecte également de choses qui fonctionnent bien, on a utilisé 3 types d'outils et renforcé cette utilisation. Le premier, c'est Mentimeter, où là, c'est un outil, on va dire, d'enquête à chaud, qu'on a utilisé dans le cadre de workshops à distance. L'intérêt de cet outil-là, c'est que les personnes utilisent sur smartphone la fonctionnalité Mentimeter, qui est juste téléchargeable en cliquant sur un lien. Et visuellement, on voit les graphiques s'animer sur la personne qui est organisateur, donc en l'occurrence moi. Donc ça permet à la fois de collecter du feedback en live et également d'échanger sur les différences en live devant tout le monde sur un support qui reprend l'ensemble des résultats. Le deuxième outil qui est utilisé, que j'ai utilisé, c'est Dragon Survey. Donc Dragon Survey, c'est plutôt un outil pour les enquêtes à froid, notamment pour mener un diagnostic sur un processus, pour collecter des informations, des verbatims auprès d'un large panel de collaborateurs. L'avantage de cet outil, c'est qu'il fonctionne également très facilement, c'est très facile de l'utiliser, de créer des questions, etc. Et que naturellement, il y a un reporting qui ressort. On n'a pas besoin de refaire du retraitement Excel, etc. Donc, encore une fois, facilité d'utilisation, ça s'adapte très facilement également dans notre écosystème.
J'ai parlé de Teams pour le pilotage. Sur la partie donc du coup collecte à chaud, à froid, ça a été Dragon Survey et Mentimeter. Je mène également sur ma démarche projet classique, sur mes processus clés, un projet sur l'amélioration de la qualité de service auprès des utilisateurs via notre service desk ou help desk, qui est parfois appelé dans d'autres organisations. Et là, on a utilisé donc une fonction de notre outil qui est utilisé, qui s'appelle ServiceNow. En fait, notre outil de ticketing interne où on a mis en place donc une enquête de satisfaction à chaud. Et pareil, on a du management visuel du coup qui ressort de cette enquête-là, qui est partagé sur les écrans et également sur le reporting de chaque utilisateur du service desk. Voilà au niveau des changements que l'on a eu suite au Covid dans notre pilotage. Merci François. Émilie, effectivement, pour terminer sur cette question, quel a été l'impact de la crise sur le déploiement d'Evoline au sein des centrales, puisqu'on sait très bien que cette démarche Evoline se veut très très proche du terrain. Tout à fait. Alors, du coup, pour répondre à la question par rapport à Evoline, déjà par rapport au déploiement qui était en cours de la démarche, premier axe de réponse, souvent il nous restait 2 semaines en fait quand le confinement est arrivé, il nous restait 2 semaines sur ces déploiements. Donc on a pu tout passer à distance, effectivement en utilisant notamment Teams, comme évoqué par Chrysler et François, puisque c'est un outil quand même qui est extrêmement facilitant pour ça. Ça a été possible de faire cette fin de déploiement à distance puisqu'il y avait un lien qui avait été créé entre les équipes et le consultant, puisqu'on était déjà à 10 semaines de déploiement. Et la fin du déploiement, c'est surtout autour de l'amélioration continue, s'assurer que les rites qu'on a identifiés et mis en place dans le cas d'Evoline sont ancrés. Donc, ça peut se faire à distance. Donc voilà. Par contre, sur tout ce qui était nouveau déploiement qui était prévu, nous pour l'instant, on n'a pas fait le choix, contrairement par exemple à ce qu'a expliqué Chrysler, on n'a pas fait le choix aujourd'hui de les passer à 100% digital. Pourquoi? Parce que il y a quand même un fort changement de culture associé sur des entités qui ont moins l'habitude aussi de ce genre d'outils. Du coup, pour nous, pour l'instant, les déploiements, ça reste d'abord en présentiel. Même si, quand même, la situation nous a permis de développer quelques outils et d'améliorer nos outils, notamment en utilisant, alors on l'utilisait déjà, mais on a, je dirais, un peu intensifié quand c'est possible, parce que certaines équipes ne le souhaitent pas, mais Klaxoon, typiquement, qui est un outil effectivement qui nous facilite tout ce qui est échange d'informations, enfin échange d'idées sur tout ce qui est atelier d'idéation. C'est vrai que ça nous facilite franchement le travail. Après, sur mon deuxième axe de réponse, ça serait par rapport aux équipes qui fonctionnaient déjà avec la méthode Evoline. On s'est rendu compte que là, il a fallu, pendant cette période de mise à distance, les aider à passer aussi leur management visuel et leur Émilie, je crois que... revue de performance à distance. Alors nous, on a utilisé d'abord OneNote, sur lequel on a mis le template de notre... Oui, vous m'entendez? Émilie, ça coupe un petit peu. Un peu. Donc, vous avez mis en place OneNote, oui, tu disais? C'est ça. On a transféré, donc on a mis le template du management visuel sur OneNote pour effectivement que ça soit mis à dispo de toutes les équipes et aussi pour celles qui le voulaient sous Klaxoon. Donc ça a été notre premier accompagnement et on a appuyé également, au-delà des outils, les managers dans le maintien des rites qui avaient été définis dans l'équipe. Alors que quand je dis nous, ça soit nous, consultants au niveau national ou nos relais sur site, puisque pour chaque déploiement Evoline sur les unités, il y a des relais en interne sur les sites des consultants dans les centrales qui ont fait aussi cet accompagnement auprès des managers et des équipes pour conserver au maximum les rites qui avaient pu être mis en place dans Evoline pendant cette période, en sachant que vous vous doutez bien que sur les centrales, la priorité était bien mise à s'adapter pour continuer à produire en toute sûreté. C'est certain. Merci pour cet éclairage, effectivement, avec une évolution un petit peu différente de ce que nous ont expliqué Chrysler et François. C'est très, très intéressant. Alors, justement,
au fait de cette évolution nécessaire liée à la crise, liée à la mise en place de nouveaux outils, finalement à la transformation de ces démarches d'amélioration continue. Quels ont été les bénéfices et les freins que vous avez vus, qu'ils soient d'ordre technique, mentaux ou simplement méthodologiques, hein? Est-ce que, François, tu veux commencer à répondre à ces Oui, bien questions? sûr. Alors bien sûr. Alors bon, comme vous tous, comme nous tous, on a eu, voilà, on sait que le lundi, on pouvait pas retourner au travail, etc. Donc il y a eu une période d'adaptation que l'on a bien gérée côté Carmignac. Par contre, sur la partie projet, Greenbelt et le projet sur le service desk sur lequel j'ai travaillé, il y a eu une période, si vous voulez, où la priorité était donnée à la production, hein, ce qui est normal, que ce soit les collaborateurs en formation, que ce soit les équipes côté service desk, notamment le support informatique dans cette période assez spectaculaire. Ils ont été du coup sollicités plus que 100% sur leur run, si je puis dire. Donc, Mhm. il y a eu une période de 3 à 6 semaines en fonction des équipes, en fonction des personnes, où petit à petit, vu que voilà, tout s'est stabilisé, etc., nous avons pu retrouver de la bande passante avec les équipes pour remettre en place la machine d'amélioration continue. Donc, ça a été les freins. Côté planning, on a perdu un peu de temps. Néanmoins, ce qui a été très bénéfique, c'est que cette situation nous a poussé à avoir des rituels. Je sais que Chrysler, tu as utilisé ça, Émilie aussi. On a mis en place des rituels, du coup, entre les collaborateurs Greenbelt en formation et les managers et les sponsors de projet. Par rituel, j'entends une réunion Teams de 15 minutes tous les 15 jours grâce au module To-Do List en disant, ben voilà, où est-ce qu'on en est sur tel et tel aspect de mon projet. Et ça nous a obligés en fait à mettre en place de manière régulière une autre manière de communiquer. Et ça s'est vu très bénéfique parce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose que l'on continue à faire, même à distance, et qui n'était pas en fait en place avant cette période de confinement. Donc, au final, nos 6 semaines que l'on a perdues sur nos projets, aujourd'hui, sont maîtrisées. Sur certains projets, on a réussi à rattraper notre retard. Sur d'autres, ce retard a été à rattraper, mais pas dans son intégralité. Voilà, voilà pour ma partie. Merci François. Émilie, veux-tu apporter un éclairage justement sur les bénéfices et les freins donc, liés à cette évolution? Mm. Alors, en bénéfice, incontestablement, c'est le test un petit peu grandeur nature, hein, des outils de management visuel digitaux. Forcément, on n'aurait jamais eu l'occasion de les tester à ce point-là sur un nombre aussi grand d'équipes en même temps. Donc pour nous, ça a été effectivement ça un bénéfice, puisque ça a donné aussi assez rapidement, comme l'expliquait François, des habitudes qu'on conserve aussi aujourd'hui, de fonctionner avec une revue de performance qui peut se faire à distance ou avec une partie de l'équipe à distance, une partie de l'équipe en physique, mais autour d'un support qui est digital. Donc c'est effectivement pour nous un bénéfice. On a aussi forcément renforcé notre expérience d'animation d'ateliers à distance. Donc ça, forcément, ça nous permet d'être plus efficace dans l'animation de ces ateliers et du coup aussi d'obtenir des résultats plus concluants. Ça nous a permis du coup aussi donc d'enrichir tout notre panel d'outils, hein, comme je disais, et aussi on voit quand même qu'il y a un lien qui a été plus facilement aussi conservé pour les équipes qui avaient mis en place les RIT, qui sont passés à ces outils digitaux, ça a permis vraiment de conserver leur RIT et du coup, dans un contexte très particulier, surtout nous sur nos centrales nucléaires où effectivement il y avait une adaptation qui était assez particulière puisque tout le monde ne pouvait pas venir, donc les fonctionnements d'équipe étaient très particuliers et en même temps une bonne partie quand même des personnes devaient être sur site hein, pour faire fonctionner la machine. Eh bien, ça a permis ce passage-là de conserver le lien dans les équipes, de conserver un niveau d'information satisfaisant, de partage d'informations satisfaisant. Alors, je dis pas optimal, hein, parce que c'était honnêtement pas optimal, mais à minima satisfaisant, notamment pour partager les informations au sein de l'équipe, pas forcément manager et opérationnel, mais surtout entre opérationnels. Donc, pour ça, c'est ce que nous, on met dans les bénéfices. Dans les freins,
Forcément, par rapport à la démarche Evoline, on a pris du retard puisqu'on a un trimestre qui a été blanchi, puisqu'on n'en avons pas fait au T2 et qui ont été repoussés au T4, donc on n'a pas pu faire ce qui était prévu au T4. Enfin voilà, il y a un jeu de domino, comme vous vous doutez bien. Et pour les équipes déjà déployées, on a vu quand même des équipes qui ont abandonné les rites qu'ils avaient mis en place. Quand je dis rites, c'est la réunion de performance quotidienne plus les créneaux hebdomadaires d'amélioration continue, enfin de travail collectif sur les irritants. Et ça, c'est quand même un petit peu difficile à récupérer actuellement, puisque avec en plus maintenant qu'on se retrouve à re-être à une distance une partie du temps, on sent que c'est des équipes quand ils ont repris l'habitude de ne plus fonctionner avec ces rites-là, c'est un peu plus difficile à mettre en œuvre et du coup ça nécessite un accompagnement notamment des consultants locaux important. Donc ça c'est clairement un frein par rapport au déploiement de la démarche Evoline sur l'ensemble de la DPN. Merci Émilie pour ce partage totalement transparent sur Evoline. Chrysler, tu veux apporter un éclairage également? Clairement, après, je pense que ça fait beaucoup écho à ce qu'a pu dire François ou Émilie. Mais premier élément, c'est que globalement, au sein de tout le pays France, on a vraiment accéléré notre maîtrise des outils digitaux, de fait. Des populations qui étaient assez éloignées, effectivement, de ces outils-là, en fait, ont dû rentrer dans la pratique quasi quotidienne, en tout cas régulière de ces outils. Donc, on a gagné en maturité, je dirais, digitale au sein de la maison. Après, au sein des équipes, il y a quand même deux visions qui sont là. Il y a des équipes qui étaient effectivement donc en DAC depuis 2014 ou 2015, donc et certaines d'entre elles, la démarche a pu effectivement s'essouffler. Donc il y avait effectivement l'ambition de renclencher un peu la démarche là. Donc ces équipes-là qui étaient déjà en fait, je dirais, un peu plus un peu à l'écart des rituels MV notamment. En fait, pour eux, en fait, ça n'a pas beaucoup changé. C'est-à-dire, c'est le cas avant la crise et ça a été le cas aussi donc pendant la crise. Donc, l'effort pour les réembarquer, il sera à faire certainement, mais il n'y a pas eu en fait un impact plus fort en fait sur cette équipe-là. Après, il y a des équipes qui étaient déjà effectivement dans une démarche en continu, qui avaient déjà des MV, et le fait de passer ces MV en digital, en fait, ça redonne un souffle à ce qu'ils pouvaient vivre. Et en l'occurrence, c'est assez drôle puisque beaucoup d'équipes ont vu que certains MV passent en digital et ont demandé eux-mêmes à passer en digital. Donc, on a vu qu'il y avait une appétence qui était là. Donc, ça, c'est vraiment très intéressant à constater. Et ça permet effectivement d'avoir des échanges plus réguliers au sein des équipes qui étaient donc à distance. Et puis après, ce qui est hyper intéressant, à mon sens, c'est en transverse. C'est-à-dire que le fait de pouvoir en fait avoir des rituels au sein des équipes qui remontaient des besoins d'une équipe qui était en amont ou en aval du processus, en fait, ça nous a forcé à mieux échanger entre équipes. Donc, ça a porté un échange transversal qu'on recherchait à avoir depuis très longtemps et finalement qui a été assez évident puisque je mettais plus en exergue en fait, mes besoins. Et donc, comme je savais que certaines équipes avaient des rituels digitaux, ben, en fait, je pouvais effectivement communiquer avec eux plus facilement. Donc, il y a eu en fait cet échange transverse qui a été hyper intéressant. Et je dirais que c'est un gros point. C'est vraiment le côté transverse qui, pour moi, a été intéressant de voir pendant cette crise du Covid. Et puis, comme je disais, pour l'équipe qui était un peu plus loin du sujet, ben, celle-ci, en fait, on a pu mieux les identifier, j'ai envie de dire. Et en fait, l'effort pour les remettre dans la démarche, en fait, il restera à faire. Il est à venir. Mais en tout cas, maintenant, on sait où sont nos zones à travailler en priorité. Ouais. Parfait. Merci Chrysler. Merci à vous trois. On va faire un petit tour du côté de David. David, est-ce que tu as un éclairage, un point de méthodologie à partager ou un retour d'expérience à partager avec nous? Oui, alors à ce stade, il y a peut-être deux points qu'on peut noter et mettre en exergue. Hein. Le premier point, ça a été évoqué, hein, c'est cette crise a représenté une vraie opportunité en fait pour revoir les modes de communication et d'échange au sein des équipes, et qui est un élément crucial hein, dans le cadre de pilotage d'activités opérationnelles. Et ça fait évidemment écho à un des principes fondamentaux de l'approche d'amélioration continue ou d'approche d'excellence opérationnelle, à savoir voir dans chaque problème une opportunité de progrès. Et ça, c'est un élément crucial et on est en plein dedans. Le deuxième point qu'on peut mettre en exergue à ce stade, ça a été évoqué par les diverses interventions, c'est l'importance du Gemba, le lieu de création de valeur hein, pour les clients. Dans les services, ça a été évoqué par Chrysler et par François, on peut très bien se projeter sur un mode de déploiement à distance
de manière transitoire évidemment, dans la mesure où le produit qui est un dossier peut être dématérialisé. En revanche, dans l'industrie, de manière générale, le produit ne peut pas être dématérialisé. Une voiture, un organe mécanique, une puce électronique, ça ne peut pas se dématérialiser. Les machines de production non plus. Et en ce sens, et ce que ça fait écho à ce qu'a signalé Émilie, c'est qu'on ne peut pas prévoir un déploiement 100% digital à distance sur des éléments de manufacturing. Et c'est réalisable, mais ce n'est pas réaliste d'un point de vue impact, efficacité du déploiement. Merci David pour cette synthèse. Je vous propose donc de continuer sur la bonne compréhension de l'évolution de ces démarches d'amélioration continue. Question complémentaire, c'est finalement au gré de ces programmes qui ont un vécu, qui ont été éprouvés à la crise, quels sont d'après vous les fondamentaux de l'amélioration continue, du lean management et de la résolution de problèmes? Conserver, voilà, qu'est-ce qui est important aujourd'hui dans ces démarches comme élément saillant? Peut-être que Chrysler, tu veux effectivement apporter ton ressenti sur cette question? Bien sûr, je te remercie. En fait, moi, il y a un élément qui ressort vraiment et qui est assez prégnant, c'est l'efficacité de la puissance de la boucle courte. Vraiment, on l'a vu en fait lors de cette crise-là, le fait d'avoir des échanges plus courts, plus fournis et aussi en fait plus orientés effectivement opération permet justement de relever ou de remonter les irritants plus rapidement et d'avoir des actions correctives ou des actions à plus long terme, en tout cas de réagir directement par rapport à cela. Donc la boucle courte, pour moi, c'est un élément fondamental, un élément qui est un des piliers en fait du lean et qu'on a bien vu aujourd'hui. Donc ça, c'est vraiment en termes de REX, un élément à garder, il me semble. L'autre élément qui est intéressant, c'est aussi l'aspect test and learn. Dans cette période-là, il fallait aller vite et en fait, il fallait aussi en fait pouvoir tester les choses rapidement et en fait en tirer des conclusions derrière pour justement pouvoir s'améliorer de façon continue. Donc ces deux dimensions-là, pour moi, sont fondamentales et c'est celles qui ont été les plus visibles à mon sens. Bien sûr, avec le troisième triptyque qui est bien sûr cette réunion de MV, ce team meeting où on peut l'appeler de différentes façons, mais en tout cas, le fait d'avoir ces échanges-là en fait, ont été fondamentaux pour nous permettre effectivement à la fois de sécuriser la mise en œuvre de nouveaux produits, de nouveaux processus, parce qu'en fait, c'était le cas pour cette crise-là, et aussi en fait maintenir une dynamique positive au sein des équipes. Donc ces trois dimensions pour moi sont fondamentales. C'est ce qu'on peut retenir si on devait avoir effectivement à mettre en étape en fait différents points. Je pense que c'est ces éléments-là qu'on peut garder. Et bien sûr, un autre point qui est le fait de passer à des outils digitaux. Donc ça, pour moi, c'était les éléments saillants de cette crise-là et sur lesquels en fait on va devoir pérenniser à long terme pour justement profiter en fait de cette courbe d'expérience-là qu'on a pu avoir. Merci Chrysler. François, toi de ton côté, voilà, qu'est-ce que tu mettrais en avant sur ces démarches donc amélioration continue comme éléments saillants qui ont permis de créer, de conserver du lien et de créer un lien différent pour mieux piloter les activités? Alors pour moi, il y a deux choses très importantes. La première, c'est la communication et tous les outils qu'il peut y avoir autour de la communication. Et ensuite, on a tout ce qui touche à la mesure. Par rapport à la communication, on en a parlé, l'usage de Teams, les rituels. Donc faire en sorte que ces fondamentaux tiennent grâce à des outils collaboratifs qui sont de plus en plus puissants. Et d'ailleurs, encore aujourd'hui, moi, je découvre des choses sur Teams qui peuvent remplacer partiellement des Gemba, comme par exemple le fait d'enregistrer ces écrans via Teams. On a la fonction vidéo et ça permet justement d'avoir une vision sur ce que fait le collaborateur, ce qui se passe, etc. sur un processus, afin ensuite de faire, d'identifier les gaspillages éventuels. Donc ça, par exemple, c'est quelque chose que j'ai découvert il y a 1 mois et demi. Et c'est, je trouve, un bon moyen de faire du Gemba à distance et de garder le lien. La deuxième chose que j'évoquais précédemment, c'est la mesure.
pour moi, c'est fondamental d'avoir une mesure. Parce que sans mesure, on n'a pas d'objectif à atteindre. Et la mesure régulière, que ça soit quotidienne via le Net Promoter Score qu'on a mis en place sur l'équipe Service Desk ou sur une mesure hebdomadaire sur les différents projets Greenbelt, sur les processus, ça nous permet en fin de compte d'avoir un vivier d'informations, des informations récurrentes et donc du coup de pouvoir cranter des actions d'amélioration visant à atteindre le résultat et la cible chiffrée qui nous est donnée par notre étoile du Nord, le sponsor. Donc là-dessus, pour moi, c'est les deux fondamentaux. Sans mesure, sans objectif, il n'y a pas forcément de vision, donc il n'y a pas de moteur. Et sans une bonne communication ou sans l'utilisation correcte des outils qui sont mis à notre disposition, ça ne fonctionnera pas. Donc pour moi, c'est vraiment ces deux choses qui font que ça fonctionne bien. En termes de management visuel, je n'en ai pas beaucoup parlé. Alors, on utilise de plus en plus nos tableaux software pour pouvoir mettre tout ce qui est reporting, Excel, etc., sur Tableau Software, qui nous permet d'avoir voilà, une charte graphique plus sympathique et également permettre de communiquer plus aisément auprès des collaborateurs. Donc, ça fait déjà plusieurs années que l'on teste Tableau Software dans le cadre du pilotage de processus. Et là, ça s'est fortement accéléré, notamment dans ce programme Greenbelt ces derniers mois, compte tenu de la situation. Donc, je dirais que c'est aussi un des fondamentaux autour de la mesure, c'est-à-dire avoir une mesure, oui, mais qui soit digitale, accessible n'importe où. Voilà, Parfait. ma part. Parfait. Merci, merci François. Et Émilie, de ton côté, qu'est-ce que tu pourrais ajouter? Alors, ce que je trouve intéressant, c'est qu'effectivement, on a des ingrédients communs, mais pas forcément toujours les mêmes. Puisque moi, je dirais dans les fondamentaux de l'amélioration continue, le premier qui me semble important par rapport à ce qu'on a pu voir en termes de résultats suite au déploiement d'Eveline, c'est la récurrence. Pour qu'une équipe soit effectivement vraiment dans de l'amélioration continue et que ça produise des résultats, il faut qu'il s'agisse d'une habitude d'échanger autour de ces irritants, de les identifier, d'échanger, de travailler collectivement pour trouver des solutions. Et non en one shot, on déroule le tapis rouge en disant là, on a une problématique, on met tout de côté et on fait que ça. Non, nous, ce qu'on voit, c'est que ça marche quand effectivement il y a eu cette récurrence et c'est aussi pour ça que ça dure 12 semaines, notamment le déploiement, pour que ça soit vraiment ancré dans les rythmes et les habitudes de travail de chacun et de l'équipe, notamment à maille hebdomadaire, pour que ça produise des résultats. Donc, moi, c'est vrai que je parlerai d'abord de la récurrence de ça, de ces habitudes-là, de cette façon de fonctionner. L'important également, et ça fait écho à ce que vient de dire François sur la mesure et sur la performance, c'est d'être capable effectivement de piloter tous ces éléments, que ce soit de l'amélioration continue ou la performance opérationnelle. Quand je dis être capable de le piloter, c'est déjà être capable de le définir. Quelle est ma performance? Quand je dis ma performance, moi en tant que collectif, nous on est vraiment à chaque fois à ma équipe. Quelle est la performance de mon collectif? Vers quoi je dois aller? Et quelque part, comment je peux la mesurer? Comment je peux la suivre? Comment aussi je peux agir dessus? Et du coup, en ayant fait cette définition, c'est effectivement comment je la suis au quotidien via notamment notre revue de performance quotidienne et un management visuel qui est efficace, qui couvre bien l'ensemble des champs d'intervention de l'équipe et ses axes d'amélioration. Donc ça, pour moi, c'est le deuxième fondamental de l'amélioration continue qui est essentiel. Et en troisième, on l'a pas forcément, Chrysler et François l'ont pas forcément évoqué, mais je pense que c'est un corollaire à ce qu'ils ont dit, c'est le rôle du manager. Nous, effectivement, les équipes, pour qu'elles se lancent, très souvent, c'est un manager quand même qui montre qu'il veut évoluer qui veut être alimenté, évoluer sur ses façons effectivement de manager, qui veut aller plus loin avec son équipe sur sa performance. Et ça donne des positions, des rôles, des postures de managers qui évoluent, qui vont vers effectivement plus d'autonomie donnée aux équipes, plus de responsabilité aussi donnée aux équipes et un rôle de manager qui est un petit peu différent. Donc ça bouscule aussi, mais ça fait des managers qui doivent être des catalyseurs pour l'équipe pour qu'ils aillent plus loin et plus un manager qui est un chef,
qui disent ce que chacun doit faire à un instant T. Alors ça peut paraître un peu ancien temps, dit peut-être comme ça, mais on peut encore avoir, notamment côté industrie, ce genre de fonctionnement. Du coup, pour moi, le troisième axe, c'est vraiment le rôle de manager qui évolue. Et on a plein de managers nous, qui sont vraiment volontaires pour évoluer, ont besoin un petit peu d'outils. Et c'est là où les outils de l'amélioration continue les aident à évoluer aussi dans leur posture. Merci pour vos réponses très intéressantes, passionnantes. Merci Émilie. Et on voit donc en termes de fondamentaux, finalement, qu'est-ce qu'on a dans notre méthodologie, c'est tout ce qui touche autour du management visuel et des rituels d'équipe, que ce soit évidemment présentiel et surtout digital. Deuxième point, la partie indicateur clé de performance pour factuellement pouvoir échanger sur une évolution des tendances et l'atteinte ou non d'objectifs. Et les deux derniers éléments que tu as évoqués, Émilie, effectivement, cette notion de récurrence, elle est très, très importante. Toutes ces démarches d'amélioration continue ne produisent l'effet qu'à condition qu'elles s'inscrivent dans la durée de façon répétée, clairement. C'est vraiment ce qui en fait tout son intérêt et toute sa puissance. Et puis, la partie manager, effectivement, est fondamentale aussi parce que sans embarquement du management, sans embarquement du manager de proximité, il n'y aura pas l'animation, la dynamique et les bons messages relayés aux équipes pour justement s'inscrire dans cette récurrence. Donc voilà ce qu'on peut garder comme éléments fondamentaux effectivement de ces démarches. Merci beaucoup pour cette synthèse. Et donc pour terminer notre échange autour de ce pilotage opérationnel, de ces démarches d'amélioration continue, donc quelle est votre vision projective aujourd'hui de ces démarches? Comment vous les voyez évoluer? Est-ce qu'on va rester sur ces mêmes tendances? Est-ce qu'on va revenir en arrière sur certains aspects? Donc comment vous percevez cette évolution dans vos organisations respectives? Émilie, peut-être veux-tu commencer par répondre à cette question? Alors, nous, quelque part, le confinement, enfin la crise globale qu'on vit là ces derniers mois, ça n'a fait qu'accélérer l'envie côté division production nucléaire d'aller vers ces démarches de responsabilisation. Il y a Evoline, mais il n'y a pas que, mais notamment Evoline, effectivement. Donc, nous, ça a été plutôt un accélérateur d'envie, on va dire, et je pense que Evoline a de beaux jours devant elle au sein de la DPN. Et justement, pour que ça s'inscrive dans le temps, c'est pour ça qu'elle se fait sur 12 semaines et qu'on ne souhaite pas aujourd'hui, il n'est pas évoqué qu'on diminue ce standard-là, parce qu'on pourrait avoir cette tentation, plus de demandes pourrait engendrer effectivement des Evolines un peu bis en moins de temps, avec des outils un peu différents, un peu allégés pour quand même produire des résultats. Et aujourd'hui, c'est pas effectivement la décision qui est prise. Elle est bien de garder ce standard-là autour de ces 12 semaines pour, comme on le disait juste avant, bien ancrer les rites, dans les rythmes et les fonctionnements des équipes et de chacun. Pour que ça perdure dans le temps aussi, ce qu'on a identifié, et c'est un axe fort de travail pour nous actuellement, c'est qu'il faut des relais dans chaque unité pour qu'effectivement tous les changements d'organisation, les changements de manager puissent être accompagnés et qu'on ne perde pas l'intérêt et les résultats liés à la mise en place d'Evoline. Et du coup, c'est comment effectivement on donne les outils, on donne les moyens à ces relais sur nos centrales notamment et dans les fonctions support pour accompagner les changements et pérenniser notre démarche. Et je finirais par dire que quand même, mine de rien, même si on essaye de faire tout ça, le retour en arrière, il est quand même possible. On l'a vu, le confinement nous a aussi montré qu'effectivement, on avait des équipes qui avaient arrêté de fonctionner comme ça, qui étaient revenues à des habitudes d'avant, dans une période quand même qui a été très stressante, qui a demandé beaucoup d'adaptabilité aux équipes sur site. Et du coup, c'est pour ça que je vous disais juste avant nos axes de travail sont forts pour faire en sorte que ça ne soit pas le cas de beaucoup d'équipes et qu'on puisse récupérer notamment les équipes qui auraient arrêté. Parfait. Merci Émilie. François, tu veux peut-être apporter un éclairage sur la vision projective? Alors pour moi, il y a eu vraiment une très bonne adoption de la part des collaborateurs sur les différents outils digitaux.
que ce soit donc Teams comme j'ai dit, et que ce soit Dragon Survey ou Mentimenters ou même les questionnaires de feedback lorsque un ticket du service desk est clôturé. Pour information, on a aujourd'hui 20% de retour. Lorsqu'un ticket est clôturé, il y a un collaborateur sur 5 qui partage son avis. Donc on est content d'avoir ce ce beau taux de retour. Euh, donc pour moi, ça sera difficile je vois pas l'intérêt de retourner en arrière. Par contre, une chose qui est pour moi importante, c'est bien de définir le rôle de chaque chose et s'assurer qu'il n'y ait pas de déviance, si je puis dire. Je prends l'exemple de Teams, par exemple. Teams, c'est à la fois un outil de chat, c'est aussi à la fois un outil de stockage de documents, c'est aussi et maintenant un outil de pilotage. Il y a énormément de fonctionnalités. J'ai parlé un petit peu du Gemba tout à l'heure, qui pourrait potentiellement remplacer un Gemba, mais où on peut enregistrer les choses. Donc, ce qui est important, c'est bien d'expliquer et de cadrer en amont les utilisations de chacun de ces outils pour éviter des dérives ou des choses qui sont, voilà, où, au final, on n'aurait pas l'effet escompté. Donc, je ne parlerai pas d'un rôle de modérateur, mais c'est quand même important de bien suivre cette évolution et cette transition vers un full digital. Pour ma part, je trouve que c'est très bien d'avoir ces outils parce que Carmignac, on est implanté sur Paris, mais on est également au Luxembourg, au UK, à Londres. Donc j'ai régulièrement voilà, lorsque j'anime des ateliers, une personne à Londres, deux personnes deux personnes au Luxembourg, trois à Paris, deux à la maison. Bon voilà, donc d'avoir ces outils-là, c'est un vrai bonheur aujourd'hui et ça nous simplifie vraiment la vie. Euh, Par contre, il y a quelque chose qui pour moi doit rester, quoi qu'il arrive, c'est le Gemba. Euh, c'est le Gemba. Le fait d'avoir été à la maison, moi, pendant 3 mois et de pas avoir pu déjà aller voir mes collègues et leur dire bonjour, même si on peut pas leur serrer la main et voilà. Pour moi, en fait, 100% à la maison, faire du lean, c'est pas possible. Il y a vraiment besoin d'avoir une présence terrain. Alors, même si on est dans le milieu des services, si on n'est pas dans l'industrie, enregistrer via Teams vidéo, c'est bien, on a des choses. Mais tout ce qu'il y a autour, voilà, les déplacements, tout ce qui est management visuel autour des personnes, c'est quelque chose qui peut vraiment être constaté que via du Gemba terrain. Même aussi pour la montée en compétences des collaborateurs. On n'en a pas beaucoup parlé, mais c'est très important de monter en compétences les collaborateurs. Pour ça, il faut faire des coachings et du coaching qui est bien fait, c'est voilà, du Gemba qui est fait par le manager auprès du collaborateur. Donc, je vais essayer de réfléchir à quelque chose d'hybride, c'est-à-dire à la fois prendre tout ce qu'il y a de positif côté digital, mais bien rester sur ce qui nécessite une présence physique euh, et terrain. Voilà. Ok, merci François. Chrysler, tu veux clôturer cette question? Et puis on passera sur quelques questions rapidement qu'on vient de recevoir. Ok, volontiers. Donc, je vais faire très vite, puisqu'en fait, il y a des éléments qui ont été évoqués. Donc, qu'est-ce que vous garderez? Effectivement, moi, c'est vraiment ce que je retiens, c'est la capacité à dupliquer des améliorations. On l'a bien vu. Notre enjeu, c'est en capacité demain de voir ce qui a été fait en place ce qui a été mis en place sur un périmètre donné et le dupliquer. Je pense que c'est un enjeu majeur pour nous, la dimension justement duplication / capitalisation, enjeu majeur. L'enjeu majeur, c'est effectivement de maintenir la proximité des sponsors. Euh, Là, on l'a vu également, certains sponsors, donc des N+1, N+2, certains membres du COMEX, passer dans les MB digitaux des équipes qu'ils avaient niveau -1, -2, -3. Donc ça, c'est très important. Ça permet justement de remettre à la fois le manager de proximité dans son rôle effectivement de service de l'équipe et de faire en sorte que les sponsors en fait montrent leur intérêt pour la chose et croient aussi en fait au fait que l'amélioration est l'affaire de tous. Et donc cette proximité-là, en fait, elle est indispensable. Et on l'a vu, et je pense que ça va maintenir aussi. L'autre enjeu pour nous, ça va être en fait de maintenir cette dimension transverse qu'on a vu naître dans le confinement. Donc c'est vraiment s'assurer qu'on pense end-to-end et vision client. Ça, c'est un enjeu fondamental pour nous au long cours. Et il y a un autre élément, et pour moi, je pense qu'effectivement, on ne pourra pas revenir en arrière, c'est sur la partie outils digitaux. En fait, on va accélérer ces pratiques-là nécessairement. Et par contre, en fait, il y a quand même des points de vigilance à avoir. C'est
l'over-information. Je trouve que, comme disait François, il y a beaucoup d'outils qui sont utilisés avec différents objectifs. Et donc, il faut bien en fait arriver à canaliser le flux d'informations. Sinon, effectivement, on va avoir effectivement des personnes qui vont entre les Teams, entre les Klaxoon, entre les SharePoint et autres, ça devient très compliqué à gérer. Donc ça, c'est un point de vigilance important. Le corollaire qui est aussi pas directement, qui ne touche pas directement, mais je pense que nous on le voit, hein, c'est une dimension qui remonte assez souvent, c'est l'impact environnemental de ce que l'on fait. Même quand on parle de technologie, donc c'est la green tech, c'est en fait arriver justement à être frugal en informations que j'échange. Donc voilà, changer nos pratiques pour avoir en fait cette green tech en tête. Et puis un troisième point qui est de vigilance, qui est d'assurer une présence terrain de façon ponctuelle. Je pense que tout digital, en fait, on y arrivera. À mon sens, en fait, c'est pas une visée qui est souhaitable d'avoir, parce qu'en fait, il faut quand même un échange entre personnes à un moment donné, et c'est important d'avoir cet échange-là, même si on passe au numérique. C'est vrai, merci beaucoup. Alors, le Gemba, effectivement, c'est le lieu de travail. Certains ne connaissaient pas forcément ce terme. C'est un terme japonais qui veut dire le lieu de travail. On en a beaucoup parlé, on l'a beaucoup évoqué. Merci beaucoup. Juste deux petites questions, peut-être très rapides. Quel est le ROI attendu? C'est une question qui a été posée de ces démarches. Et puis, une question sur la qualité des données. Et on en terminera là. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés pour fabriquer vos KPI, fabriquer des indicateurs clés avec des bonnes données? Je ne sais pas qui veut répondre à cette question. Moi, par exemple, je peux répondre sur la notion d'indicateur et de données. Donc, sur le service desk, donc on est reparti d'une best practice, donc la mise en place d'un NPS. C'est la première chose sur laquelle on a travaillé. Donc, avec la mise en place des enquêtes de satisfaction auprès des collaborateurs, où là-dessus, on a eu une vision claire de notre sponsor, c'est d'avoir un NPS à 30, et on était à -3 au 15 décembre 2019. Donc, vous voyez la marge de progression. D'autres indicateurs également ont été mis en place suite à la VOC client. La première, c'est éviter la relance, parce que les collaborateurs se plaignaient de devoir relancer le service desk pour savoir où en était leur demande. Donc du coup, là-dessus, via notre outil ServiceNow, on a mis en place un espèce d'indicateur qui nous permet, lorsque le collaborateur n'a pas été sollicité, d'avoir un management visuel auprès de l'agent du service desk pour que ils disent ah, cette personne-là, ça fait X temps que je ne l'ai pas contactée, donc je la contacte. Donc ça, c'est quelque chose que l'on pilote également au quotidien, et où on a un feedback qui est fait tous les mois dans le cadre d'une gouvernance auprès de notre direction. Et le dernier indicateur, c'est le right first time. C'est-à-dire, et là on est reparti d'une VOC utilisateur qui nous avait été fait en décembre 2019. C'est très bien, c'est super, ça marche, les gens sont très sympas, etc. Mais on vient réparer, on répare mon problème, mais la semaine d'après, ça recasse. Donc là, on a vraiment travaillé sur le RFT, que ça fonctionne que ça soit bon du premier coup. Et pareil, là-dessus, on a fixé donc un objectif de 98%, et on a mis en place la possibilité de le tracer dans notre outil ServiceNow de manière facile pour les collaborateurs du service desk, et c'est quelque chose qu'on a mis en place, voilà. Donc sur la partie indicateur et suivi. Et Émilie Chrysler, je ne sais pas s'il y a un élément de réponse très, très rapide parce qu'on a un petit peu débordé. Ouais, Oui, très moi, rapidement. Vas-y, je t'en prie. Effectivement, nous, on n'a pas défini un ROI global division production nucléaire, puisque c'est compliqué d'agréger des indicateurs de performance d'équipes qui font de la maintenance, d'équipes qui font de la logistique et d'équipes qui sont des experts en ingénierie en fonction support. Donc, on n'a pas effectivement cette démarche-là au niveau global des PN autour d'Evelyn, même si on suit effectivement. Par contre, c'est un vrai axe de travail pour nous là depuis une bonne année sur effectivement être sûr que les équipes, elles identifient concrètement ce que ça leur a fait gagner en termes de performance. Et ça, effectivement, là, on est sur un ROI plus dans chaque équipe.
ça, c'est premier élément de réponse par rapport au ROI. Et du coup, dans le management visuel aussi, on a cette démarche d'essayer de factualiser sans tomber dans l'excès du tout indicateur, des KPI dans tous les sens, parce que c'est aussi un excès dans lequel on a pu être, je dirais, il y a quelques années, quand tout ça a beaucoup émergé. C'est de trouver ce qui est le plus pertinent et ce qui parle le plus à l'équipe et à nos responsables. Absolument. Merci, Émilie. Christian, tu voulais apporter un Pareil, élément? deux niveaux de réponse. Donc, d'indicateurs au niveau des équipes, chaque A3 qui est mis en place, chaque amélioration qui est mise en place, donne lieu à une grille d'indicateurs, donc qui est donc typée par rapport aux équipes. En tout cas, on suit de façon partielle le fait que chaque amélioration mise en place peut apporter une évolution. Et donc, pour ce faire, on définit en fait de façon ad hoc différents indicateurs. Au niveau du programme également, nous avons des indicateurs que l'on suit de façon régulière avec le COPIL. Donc, il y a bien sûr le NPS, comme l'évoquait François, qui est aussi une dimension que l'on suit au niveau du programme. Et puis après, on a défini d'autres indicateurs qui sont liés effectivement au programme DAC, notamment le nombre de jours hommes de délais clients économisés. Donc, sur l'ensemble des chantiers qui sont mis en place, combien on a fait économiser en fait en termes de délai aux clients. Essentiellement. Puis après aussi des indicateurs en fait, je dirais, de confort utilisateur que l'on met aussi en exergue. Donc voilà un peu de niveau. Donc au niveau programme, au niveau opérationnel, au niveau programme NPS, délai économisé et les jours économisés essentiellement. Très bien. Bah, écoutez, merci pour vos réponses. Nous avons un petit peu débordé, donc je vous propose de terminer ce webinaire. Il me reste à vous remercier, Émilie, François, Chrysler, pour vos précisions, vos informations, votre partage. C'était passionnant. Merci pour ça. Merci pour le temps aussi consacré à ce partage. Donc, ce webinaire a été enregistré, sera mis à disposition par Julie Stawen. Encore une fois, merci beaucoup pour votre temps et je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée. Bonne À journée. bientôt. Bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir.